Le 14 mai 1864, alors que tout est calme, dans le petit village d'Orgueil, au sud de Montauban, un objet céleste vient perturber la vie paisible des habitants. De nombreux témoignages décrivent cet événement encore perçu par certains comme un mauvais présage. Mais la chute d'Orgueil sera surtout le début d'une saga scientifique intense qui continue encore aujourd'hui. Il est 8 heures quand le météore traverse le ciel. Une tache lumineuse grosse comme la lune, qui sera visible du nord de la France au nord de l'Espagne. La chute dure 5 secondes, avant qu'une première explosion ne retentisse. Pendant ce temps, près de Nohic, dans le Tarn-et-Garonne, un villageois qui promenait tranquillement sa vache est probablement en train de se chier dessus. Le journal de Toulouse racontera quelques jours plus tard qu'il manqua de s'évanouir une fois rentré au village. La détonation, qui a pourtant lieu à quelques 15 000 km d'altitude, va faire monter la température de 5 degrés, pendant qu'une barre de feu traverse le ciel pendant 2 minutes, laissant derrière elle une épaisse fumée blanche. À quelques pas de là, la marquise de Puylaroc contemple la chute de roches et les décrira dans une lettre adressée à l'Académie des sciences comme une bombe qui éclate et jette çà et là des étincelles qui laisseront sur sa propriété une roche noirâtre de près de 2 kilos. Le plus gros morceau que l'on ait pu collecter de la météorite d'Orgueil parmi les nombreux débris échoués sur une ligne de 17 km. De nombreuses lettres du type seront envoyées, décrivant avec de nombreux détails le passage du météore et la chute de la météorite. Celle de la marquise est intéressante dans le contexte de l'époque. 1864, c'est le Second Empire, la révolution industrielle et la pleine période du scientisme. Les sciences émerveillent et se communiquent à tous. Depuis presque 30 ans, l'Académie des sciences publie ses comptes rendus hebdomadaires et on assiste à la sortie de nombreux ouvrages qui visent les enfants, les ouvriers, mais surtout les femmes, une cible privilégiée de la vulgarisation. Bon, qu'on s'entende, les scientifiques ne voient pas encore leur public comme capable de réflexion. Il s'agit plus de consommateurs, plus ou moins crédibles, que l'on cherche à instruire. Néanmoins, les courriers seront ici pris au sérieux, puisque c'est sur la base de ces lettres que dès le 23 mai, le premier article sur la météorite sera publié dans les comptes rendus hebdomadaires de l'Académie des sciences. Cette rapidité est due au développement du chemin de fer, en plein essor. Une flopée d'autres papiers suivront celui de Gabriel Auguste Daubrée, qui s'imposera comme le spécialiste en la matière. Il faut dire que Daubrée, c'est déjà un petit peu le spécialiste des météorites en général. Et à l'époque, ça ne court pas les rues, puisque ça ne fait qu'une 50aine d'années que l'on reconnaît leur origine extraterrestre. Jusqu'alors, on accordait peu de crédit aux paysans déclarant voir des cailloux tomber du ciel, et on leur préférait l'appellation d'aérolites, puisqu'on les considérait encore comme des phénomènes météo. Il faudra attendre la chute de l'Aigle, en 1803, pour que Jean-Baptiste Biot fasse le déplacement jusqu'au lieu de la chute et donne du crédit au témoignage. Daubrée lui-même se focalisera sur les lettres des personnes les plus instruites pour ses études, en soulignant les postes des personnes qu'il citera. De fait, l'engouement autour du caillou est important, d'autant qu'il présente des spécificités particulières. Orgueil est ce que l'on appellera plus tard une chondrite carbonée, un des types de météorites les plus rares. Sa composition est ce qui attirera en premier l'attention des scientifiques, et fait sa spécificité. Sa richesse en matière organique, dans un premier temps, mais aussi sa ressemblance avec la tourbe terrestre. Leur composition est quasiment identique, et c'est très bizarre. En effet, les scientifiques savent déjà, comme les jeunes de nos jours, sauf qu'on laisse un pouce bleu aux vidéos YouTube qu'on apprécie, que les tourbellinites sont le produit de la décomposition d'êtres vivants, qu'il s'agisse de végétaux ou d'animaux. La ressemblance va carrément hyper la communauté. Par la suite, pas une seule semaine ne s'ensuivra sans qu'un article parlant d'Orgueil ne soit publié, et ce jusqu'à la mi-juin, date à laquelle on aura fait toutes les analyses possibles de l'époque pour sortir finalement une synthèse à l'été de cette même année. On aura même une reconstitution de sa trajectoire dans l'atmosphère, amenant plus tard à l'établissement de son origine cométaire. Orgueil vient en effet de plus loin encore que Jupiter. Le rapport final sur le sujet sera publié en 1867 par Daubrée lui-même, faisant état de l'ensemble des analyses chimiques et minéralogiques effectuées par des experts les plus qualifiés sur le sujet. Son caractère exceptionnel est évidemment souligné, mais sans jamais aller jusqu'à parler de traces de vie. Pourtant, d'autres ne s'en priveront pas, comme Camille Flammarion dans son livre de vulgarisation sorti la même année, Études et lectures sur l'astronomie. Et ça ne sera pas le seul. Un siècle plus tard, en 1961, 2 scientifiques publient un article sur Orgueil qui vont à nouveau remettre la météorite sur le devant de la scène scientifique. Publié dans Nature,
avec des reprises dans le New York Times, leur analyse de la roche conclut à la présence d'éléments organisés dans la météorite. Basiquement des traces de vie. Des aliens. Mais tout petits. Et fossilisés. Le magazine français Planète s'extasie de la découverte. Reprenant l'un des schémas du papier de Bartholomew Nagy et Douglas Hennessy, auteurs de la Grande Nouvelle, ils font découvrir à leur large lectorat ce qu'ils titrent être la première image de vie extraterrestre. En pleine course à l'espace, on imagine bien que ça emballe une rédaction qui est fascinée par l'étrange. Mais déjà, les experts appellent à la prudence. Harold Urey, prix Nobel de chimie, sera même cité à la fin de l'article français sur les réserves à accorder à cette conclusion extraordinaire. Donc forcément, quand Charles-Noël Martin, un vulgarisateur reconnu, écrira lui aussi sur le sujet dans le même magazine, il titrera très sobrement son texte « Oui, la vie existe ailleurs !» Il faut dire que la controverse est forte sur le sujet et fera ainsi couler beaucoup d'encre. Des dizaines d'articles scientifiques se répondant l'un à l'autre seront publiés sur les résultats de Nagy. Parmi eux, ceux de Anders et Fitch finiront par faire la lumière sur l'origine de ces traces. Sur les 5 types d'éléments organisés recensés par Nagy, la plupart seront identifiés comme des minéraux faisant partie de la météorite. L'élément illustré par Planète, lui, sera identifié comme un pollen local, aux alentours de Montauban. De l'herbe à choqué déçu. Nagy n'est pas complètement teubé pour autant, hein. Certes peu expérimenté dans l'analyse des météorites, il reste un chimiste sérieux qui avait envisagé l'hypothèse de la contamination. Le scientifique l'avait pourtant écarté pour des raisons qui auraient été valables. En effet, les chondrites carbonées comme orgueil sont extrêmement fragiles. Au contact de l'eau, elles se désintègrent et même conservée dans des conditions optimales au Muséum national d'histoire naturelle, la roche s'est fortement érodée. Du fait, le scientifique avait des raisons de croire que rien n'aurait pu la contaminer dans ces conditions. Mais c'était sans compter sur une intervention mystérieuse. Pour mettre fin à la controverse, de nombreux chercheurs ont en effet tenté de reproduire l'expérience de Nagy, et ont fini par s'apercevoir que quelque chose clochait avec son échantillon. Des traces de colle, attachant des pollens à la croûte de fusion entourant la météorite. Quelqu'un avait, en toute connaissance de cause, collé du pollen sur la roche pour falsifier les analyses. Le tout avait été dissimulé en recréant une fausse croûte de fusion, le revêtement noir qui recouvre la météorite, pour imiter la texture extérieure de la roche et rendre l'échantillon ajouté parfaitement invisible. Aujourd'hui encore, nous ignorons qui est à l'origine de ce canular, et quelles ont pu être ses motivations. Néanmoins, il semble intéressant de remettre ça dans le contexte scientifique de l'époque. Quand Orgueil tombe, dans le sud-ouest de la France, en 1864, Pasteur vient de réfuter la génération spontanée, l'idée selon laquelle la vie pourrait apparaître à partir de rien, au simple contact de l'air. L'arrivée 2 ans plus tard d'un objet céleste contenant de la matière organique, ingrédient de la vie, aurait pu grandement remettre en cause cette théorie encore fragile au vu des connaissances scientifiques de l'époque. La contamination de l'objet aurait pu être ajoutée pour diaboliser les opposants à Pasteur devenus minoritaires en faisant d'eux des criminels. Puis après tout, si la vie n'apparaît pas spontanément, comment se manifeste-t-elle ? Pourrait-elle être d'origine céleste, répandue sur notre planète par des chutes de météorites ? Cette théorie, c'est celle de la panspermie. L'hypothèse suggère que les prémices de la vie auraient eu lieu ailleurs et se répandraient dans l'univers par des chutes de météorites. Ça serait ainsi que les premiers micro-organismes seraient tombés sur Terre, menant finalement à la vie telle que nous la connaissons aujourd'hui. L'idée aurait émergé dès l'Antiquité, dans les textes d'Anaxagore, au 5e siècle avant notre ère, mais n'aurait trouvé son nom actuel qu'en 1871, peu de temps après la chute d'Orgueil. Rien de nouveau sous le soleil donc, mais qui pose une question à laquelle on n'a toujours pas réussi à répondre. Comment la vie serait-elle apparue à l'endroit original d'où viendrait cette contamination extraterrestre ? Un décalage du problème, en fin de compte, qui n'empêche pas de toujours étudier la question. On s'y repenche que dans les années 60 à ces idées. Mais les figures clés de la recherche dans cette direction ne s'élèveront que dans les années 70. Fred Hoyle et Chandra Wickramasinghe en décriront un domaine spécifique, la pathospermie, qui postule que les maladies, telles que la grippe,
ou le SRAS serait en fait d'origine extraterrestre. Bref, leur crédibilité est discutable, bien que Wickramasinghe tienne à appliquer une méthode scientifique. Dans une interview pour Nature, en 2011, il s'appliquera à expliquer que sa théorie reste falsifiable, c'est-à-dire qu'on peut trouver des preuves qui affirment ou infirment ce qu'il dit, et n'en fait pas une simple question métaphysique à laquelle on n'aura jamais de réponse. Pour lui, il faudra collecter des échantillons d'astéroïdes ou de comètes, et y chercher des traces de vie ou d'éléments permettant d'y mener. En fonction de leur ressemblance avec celles que l'on trouve sur Terre, on pourrait alors en déduire un lien de parenté. Et des collectes de la sorte, ça tombe bien, on en a fait. La mission Stardust a été la première du genre. Le projet, c'est d'aller collecter des petits morceaux de la chevelure de la comète Wild 2 et de les ramener sur Terre. Pour la première fois, un robot ramènera des morceaux de corps céleste plus lointains que la Lune. Les premières études de projet débutent en 1995 pour un lancement qui aura lieu le 7 février 1999. La sonde n'atteindra néanmoins son objectif qu'en janvier 2004, après avoir traversé 3,41 milliards de kilomètres. Pas le temps de niaiser, après quelques jours de collecte, elle entame son retour, chargée de photos et d'échantillons pour un atterrissage en douceur dans les déserts utilisés à fin militaire de l'Utah le 15 décembre 2006 à 10h10. 175 scientifiques du monde entier attendaient l'arrivée des 10 000 particules collectées par Stardust depuis un peu plus de 10 ans. Parmi les nombreux minéraux et glaces étudiés, qui auront une influence capitale sur notre compréhension de la formation des comètes, on retrouvera un acide aminé, la glycine. Une trouvaille reproduite par la sonde Rosetta en 2014. Cette brique du vivant la plus élémentaire, permettant la synthèse de protéines, pourrait donc trouver son origine dans l'espace ? Nous sommes des aliens ? Si la piste n'est pas écartée, elle ne reste pas le choix privilégié par les scientifiques pour expliquer la vie. Et nous allons voir pourquoi en reprenant l'exemple d'Orgueil. Il fut rapidement établi, de par le type de roche présent dans notre comète, dont notamment l'argile, qu'Orgueil avait bénéficié d'une activité hydrothermale, une circulation d'eau qui a affecté tous les minéraux de la roche. C'est dans ce contexte que les acides aminés se formeraient et pourraient s'assembler pour constituer des ensembles plus complexes comme les bactéries, les microbes, les virus et autres cellules de vie primitive un peu dégueulasses. Sauf que voilà, cette activité thermale, elle n'a pas été très longue sur Orgueil, estime-t-on. En tout cas, comparativement à celle de la Terre, toujours en activité aujourd'hui. Alors, s'il n'est pas complètement impossible que la vie ait émergé depuis un corps céleste, il reste statistiquement beaucoup plus probable que les conditions nécessaires à l'émergence de la vie se soient rencontrées sur notre planète, plus que dans le vide galactique. D'autant qu'on a une petite idée de comment ça aurait pu arriver chez nous. L'expérience de Miller-Urey, dont les résultats paraissent en 1953, ont voulu tester ce qu'on appelle l'hypothèse oparin. À partir des gaz présents dans l'atmosphère de notre prototerre, peut-on arriver à ces mêmes briques du vivant ? Cette reconstitution en laboratoire proposée par Stanley Miller et encadrée par le même Harold Urey que celui qui se prononcera quelques années plus tard sur les résultats de Nagy, va radicalement bouleverser les théories sur l'origine de la vie. Savant mélange de méthane, ammoniac, d'hydrogène et d'eau parcourue d'un courant électrique pour simuler les coups de tonnerre, des conditions de presse bien calculées, 7 jours d'attente, et paf, ça fait des... molécules organiques, urée, méthanal, cyanure d'hydrogène, différents acides aminés, la liste des résultats est longue. On recensera 13 des 22 acides aminés permettant de former des protéines, dont la glycine en grande quantité. Mieux que dans l'espace, en juste une semaine. Le sujet sera pourtant terrain à controverse. Parmi les points soulevés, l'évident « La vie, elle apparaît pas à partir de rien !» de la team Pasteur, déjà bien installée depuis un siècle, et surtout des doutes en ce qui concerne le passage du stade d'acide aminé à ADN, ARN ou protéines qui n'a pas pu être mis en évidence. Cependant, le concept de la soupe primordiale, apparemment comestible quand cuisinée comme il faut, s'est rapidement installé comme base solide dans la recherche sur l'origine de la vie. Au point où l'on se base souvent sur ce concept pour chercher des traces de vie ailleurs.
L'exobiologie est la très sérieuse étude des processus amenant au vivant, aussi bien sur Terre que dans l'espace. Le terme, apparu dans les années 1960 sous la plume de Joshua Lederberg, Nobel de médecine en 1958, désigne une science très interdisciplinaire au croisement de physique, chimie, biochimie, biologie, climatologie, planétologie et plein d'autres domaines finissant en OJ, mais certainement pas l'astrologie. Le fait est que pour tous ces scientifiques, trouver des traces de vie dans les espaces aussi vastes que notre système solaire, notre galaxie, ou même encore plus grand, ça demande de faire preuve de techniques autres que d'examiner le terrain. Pour cela, on recourt souvent aux biosignatures. Et non, une biosignature, c'est pas signé avec son empreinte digitale ou avec d'autres identificateurs associés à notre corps, mais les traces qui attestent d'une forme de vie biologique sur une autre planète. Pour les définir, on étudie quel type de gaz ou molécules serait présent dans l'atmosphère des planètes qu'on observe si des êtres vivants s'y trouvaient. Typiquement, la Terre a drastiquement changé sa concentration en oxygène quand les arbres ont commencé à y pousser. Mais on a d'autres exemples plus récents et un petit peu plus sexy sur le sujet. Rappelez-vous en septembre 2020. Doutant entre deux confinements, météo sympa de sortie d'été, et des titres dans les journaux comme « De la vie sur Vénus !» En cause, la trace de phosphine repérée dans son atmosphère sans aucune explication possible au vu de nos connaissances sur notre planète voisine. Aucun mécanisme géochimique ou climatique présent sur Vénus ne permettrait la formation de ces molécules. Serait-ce pour autant le produit de vie extraterrestre ? La question serait ouverte, d'après l'équipe de Jane Greaves, auteur du papier publié dans Nature Astronomy. En effet, c'est la première fois qu'on trouve ce composé chimique sur une autre planète du même type que la Terre, en dehors de la Terre. Et sa présence serait l'une de ces biosignatures produites d'une forme de vie qui serait dans ce cas-ci en suspension à 60 km dans l'altitude de Vénus, là où il y fait une bonne petite trentaine de degrés. Certes, les quantités détectées sont infimes, mais c'est déjà beaucoup plus que ce qu'on devrait en trouver. La phosphine ne survit pas longtemps dans un environnement aussi acide que celui d'une planète aux températures inhumaines. Bref, on parlera beaucoup de Vénus fin 2020, mais on oubliera aussi de parler de l'erreur de calibrage reportée par les auteurs d'un des télescopes utilisés dans l'étude. Comme on ne parlera pas dans la presse grand public des pollens d'orgueil. Course à l'espace des années 60 ou pas, on aime visiblement trop l'idée de trouver de la vie ailleurs, au point d'avoir l'impression de la voir un peu partout. En 2011, la question d'orgueil fascinait toujours, au point où même un chercheur de la NASA affirmait encore y avoir trouvé de la vie, aux grandes dames de l'agence spatiale américaine, qui a dû se désolidariser de son chercheur. Et ce n'est peut-être pas encore terminé. C'est tout pour ce premier épisode de Saucisson, ton émission de science et société à écouter. Si tu ne veux pas manquer le prochain rendez-vous, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche. À la prochaine!